Bonjour à tous les trois. Marie Dupuy-Courte, vous êtes présidente de la commission développement des compétences de la FFB, École Formation Entreprise Apprentissage. On en a déjà dit un petit mot, hein, mais on voit bien que ces tables rondes finalement sont des ensembles qui se croisent sans cesse. Valérie Rabault, bonjour à vous, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Guillaume Lacroix, bonjour à vous, vous êtes président du Parti radical de gauche. Marie Dupuy-Courte, votre proposition finalement, alors je résume l'esprit puis vous allez nous donner la lettre, c'est une école plus adaptée au monde de l'entreprise, qui forme mieux, qui tient mieux compte des besoins de l'entreprise dans ses formations. Oui, tout à fait. Enfin, nos professionnels se réjouissent puisque depuis la loi du 5 septembre 2018 et la loi pour choisir son avenir professionnel, on voit bien que notamment l'alternance et l'apprentissage ont retrouvé des lettres de noblesse. Ça se traduit dans les chiffres, hein, on est très content puisqu'on avait environ 50 000 contrats d'apprentissage avant la loi. Aujourd'hui, cette année, en tout cas dans le bâtiment, on tourne autour de 73 000 contrats. Donc ça, c'est une grande chance et une opportunité pour les entreprises puisqu'on forme beaucoup dans le bâtiment par la voie aussi de l'apprentissage. On se réjouit aussi surtout de l'image positive vis-à-vis du grand public que porte en tout cas et que comportait cette loi, puisque c'est vraiment en tout cas un dispositif vecteur d'intégration dans l'entreprise et dans le monde professionnel. Parallèlement à ça, on est sorti de l'idée de la voie de garage. Hein. Exactement. Si on dit comme ça, quand j'étais gosse, t'es pas partez bon dans la... Voilà, c'est ça. T'es pas bon à l'école, tu seras apprenti. Voilà. Et ben, exactement. Et c'est en train de se revaloriser dans l'autre sens, effectivement. Oui, parce que parallèlement, on a mené aussi un gros travail de valorisation et d'attractivité des métiers. On a beaucoup d'opérations de communication, les coulisses, notamment du bâtiment. On a aussi amélioré énormément les conditions de travail. Donc tout ça font qu'on a vraiment fait un travail sur l'attractivité de nos métiers. Cependant, aujourd'hui, on constate que tout n'est pas résolu parce que un grand sujet, c'est l'orientation. Puisque l'orientation, on se rend compte aujourd'hui que dans les collèges, on a des professionnels, on a des professeurs et on a des professionnels de l'orientation qui finalement méconnaissent beaucoup nos métiers et méconnaissent surtout le monde de l'entreprise. Et donc un enjeu essentiel pour nous aujourd'hui, c'est aussi tout simplement de faire connaître le monde professionnel à tous ces jeunes parce qu'on a besoin d'une insertion importante. Parallèlement à ça, on se rend compte que l'orientation est absolument essentielle puisqu'on accueille de plus en plus des jeunes de 20 ans, 22 ans qui ont déjà suivi une première formation mais qui finalement ne leur correspondaient pas du tout. Et on leur avait dit tu feras ça alors qu'en fait, ils voulaient faire un métier manuel. Mal orienté. Et oui, parce qu'on est encore sur, en tout cas, une symbolique beaucoup sur des enseignements théoriques. Et on ne valorise jamais, en tout cas jusqu'au collège, les enseignements manuels et le geste. Et pour nous, les savoir-faire et le geste, c'est vraiment essentiel. Alors aujourd'hui, la question, c'est aussi comment tout simplement donner une vision plus claire du monde du travail à nos jeunes qui finalement ne connaissent en gros que les métiers de leurs parents. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous en pensez d'abord, Valérie Rabault, peut-être pour commencer, et qu'est-ce que vous proposez-vous? Qu'est-ce que vous feriez-vous? Il faut envoyer les professionnels de l'orientation scolaire en stage en entreprise. Oh là là, bon. J'ai mis la barre très haut d'entrée. Non, non, mais vous avez bien raison. Hein. Moi, je pense qu'il faut qu'on entre dans un, alors je vais utiliser un terme anglo-saxon, un nouveau storytelling. C'est-à-dire qu'il faut changer d'échelle sur le bâtiment. Moi, je vais vous dire pour la petite histoire, j'ai été conductrice de travaux il y a très longtemps. Et effectivement, le bâtiment garde une image d'un métier difficile, en tout cas quand on fait du gros œuvre et qu'on est exposé à l'extérieur. Donc ça, si ça ne s'accompagne pas d'un véritable nouvel élan, ça rend les choses plus compliquées. C'est-à-dire que l'image du bâtiment, vous avez raison, il y a 73 000 jeunes qui ont rejoint l'apprentissage quand ils étaient 50 000 il y a encore quelques années, l'apprentissage dans la construction. Eh bien, il faut qu'on puisse donner ce nouvel élan. C'est un peu comme ce qui s'est passé dans les 30 Glorieuses, où dans le fond, il fallait reconstruire la France. Eh bien là, il faut reconstruire la France sur le mode construction, rénovation énergétique. Alors tout le monde en parle, les passoires, tout le monde en parle. Le problème, c'est que si on n'a pas une colonne vertébrale extrêmement sérieuse pour pouvoir lancer véritablement cet élan et aussi donner une fierté aux jeunes. Quand vous êtes sur un chantier, moi je l'ai été, il y a une fierté de ce qu'on réalise. Mais cette fierté, elle a parfois un peu disparu chez nos jeunes. Et donc, c'est cet élan-là, il faut profiter de la transition énergétique pour le faire. Le bâtiment, c'est... Il faut connecter, finalement, votre idée, c'est dès l'école,
de connecter les enjeux environnementaux sur les 125 climatiques, CFA qui font de la formation et de l'apprentissage sur le bâtiment, il faut qu'on puisse avoir une filière construite. Il faut qu'on puisse donner un horizon aux jeunes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas dans l'enseignement tel que c'est proposé aujourd'hui. Ce que je propose aussi d'un point de vue parlementaire, c'est qu'il faut qu'on puisse donner un cap. Le bâtiment, je crois que c'est le sujet pour lequel, chaque année, il y a des modifications fiscales. Chaque année. Donc à la fin des fins, vous ne trouvez plus du tout le crédit d'impôt transition énergétique qui n'existe plus, toutes les formules possibles imaginables. Moi, je propose qu'on donne un cap au début d'une législature et qu'on s'en tienne pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'on ait un véritable horizon à la fois fiscal, législatif, qui ne bouge plus. Parce que, honnêtement, le bâtiment est le sujet qui fait le plus objet. Alors, je ne vous parle pas de tous les amendements qui peuvent exister, hein. En ce moment, on est dans la loi de finances. Je pense que le bâtiment a la palme en termes de nombre d'amendements déposés. Ça, c'est une information intéressante. Ça veut dire qu'il suscite l'intérêt, Mais qu'on a compris que c'était un levier économique important et social important. Bien sûr, il suscite beaucoup d'intérêt. Mais le problème, c'est que quand vous saupoudrez, que vous disséminez, vous n'avez pas une architecture puissante qui vous emmène aussi les jeunes vers l'idée de dire qu'ils participent à cette construction, qu'ils sont des acteurs. Et puis le troisième volet qui me paraît extrêmement important, c'est qu'il faut, d'ailleurs c'est ce qu'a fait le candidat allemand Olaf Scholz dans sa campagne, et qui sera le futur chancelier de l'Allemagne, il a fixé, mais de manière très sérieuse, en Allemagne quand on le fait, on définit le process pour le faire, un nombre de constructions de logements par an et de s'y tenir, et de le mettre véritablement aussi aux voix devant le Parlement. Chaque nouveau président qui arrive fixe un cap. Chaque majorité a un nombre de logements à construire et à la fin, 5 ans plus tard, généralement... Sauf que ne le fait pas, mais alors là sur ce quinquennat-là, pardonnez-moi quand même, vous avez 50 000 logements de moins qui ont été lancés sur les années 2018 et 2019. Je mets de côté 2020 parce que c'est une année... C'est honnête. Donc 2018, 50 000 de moins que les années 2016-2017. 50 000, c'est énorme. Il y a eu un véritable trou d'air qui s'est opéré dès 2017 avec la réforme des APL et ça a surtout concerné évidemment le logement social. Donc encore une fois, oui, il faut qu'il puisse y avoir un cap clair et il faut qu'on emmène, c'est un peu une épopée le logement. En tout cas, quand c'est l'idée de la campagne, hein, quand on dit France des bâtisseurs, mais vous avez raison. France des bâtisseurs, c'est une épopée. Hein, on fait de la communication, mais ça compte la communication. Je peux vous dire que voilà, moi j'ai des souvenirs que quand on finit un chantier, eh ben, on a une forme de fierté. Si je prends le cas je sors un peu, je suis dans la construction, mais en dehors du bâtiment, les grands chantiers depuis le viaduc de Millau, en France, on n'en a pas eu. Il y a eu des tentatives qui généralement ont avorté sur d'autres sujets. Hein. Les 3 derniers présidents, il y a eu des barrages, il y a eu des aéroports. Les 3 derniers présidents de la République, et l'actuel non plus, n'ont aucune grande construction à leur actif. Aucune. Donc un président de la République, et moi je souhaite que ce soit une présidente de la République, doit porter un chantier qui soit visible et qui redonne ses lettres de noblesse à la construction. Je dirais un dernier mot parce que la France a toujours le record du temps de construction sur le pont de l'île de Ré avec 20 mois de travaux. Eh bien, moi, je souhaite qu'on puisse toujours être, que la France puisse toujours être cette étincelle motrice qui fait de l'innovation, parce que le bâtiment, il y a beaucoup d'innovation, et que tout ceci soit intégré dans une forme d'épopée pour 2022 et puis les années à venir. Alors, votre candidate, c'est Anne Hidalgo, hein. Elle sera là dans 10 à 15 minutes. J'imagine qu'elle le dira elle-même. Et donc, je pense qu'on lui posera la question, en tout cas si elle ne le dit pas elle-même, que ses conseillers le sachent. On va lui demander quel sera son grand chantier emblématique. Est-ce que vous êtes aligné sur cette vision ? Je suis rarement désaligné avec Valérie Rabault, mais je salue l'ensemble des acteurs ici présents. On peut avoir des sensibilités. Mais j'ai des sensibilités, effectivement. Non, je crois qu'il y a d'abord un maître mot qui a été employé à plusieurs reprises depuis le début de vos travaux, c'est l'innovation. On veut parler à la jeunesse, il faut lui parler de ce qui l'intéresse. Il faut lui parler du fait qu'aujourd'hui, elle qui est attachée à la fois à être tout le temps à la pointe de la connaissance, mais en même temps dans une vraie interrogation du sens de sa vie, que le bâtiment réunit l'innovation et la réalisation durable dans le temps d'édifices de savoir-faire manuels ou intellectuels. C'est quand même cette idée qu'à la fois il y a des défis fabuleux de la transition énergétique, la rénovation des bâtiments, chacun en parle, on ne parle d'ailleurs plus que de ça, mais il y a aussi des enjeux fabuleux de construction. Parce que même si nous faisons tous les efforts d'une transition énergétique rapide,
les évolutions du climat vont malgré tout arriver. Aujourd'hui, il s'agit de les contenir. Mais il ne s'agit pas de dire que d'un coup de baguette magique, tout sera résolu en 10 ans. Ça veut dire que nous avons le devoir de préparer notre habitat au changement climatique. Il ne faudra pas se poser la question, une fois que c'est là, de savoir comment on rend les choses adaptées. Or, là, dans la production de logements neufs, dans la capacité à travailler avec de nouveaux matériaux, dans la capacité à travailler avec de nouvelles technologies, il y a quelque chose d'absolument fabuleux, pour peu que la politique publique... Si je peux me permettre, il faut aussi nous construire nos filières. Hein. Pour peu que la politique publique ne fasse pas le choix unique de la rénovation, mais qu'elle fasse le choix et de la rénovation et de la production, qu'elle fasse le choix de la rénovation et de la production, sans être uniquement sur la question des zones en tension de l'immobilier, mais en ayant un développement beaucoup plus fort, beaucoup plus large, parce que finalement, c'est auprès de chacun, dans nos quotidiens, que la réponse se trouve. Le deuxième sujet que je voulais aborder... Vous n'avez pas répondu sur les filières, juste d'un mot, parce que c'est un des points importants, vous l'avez compris, une des propositions importantes de la FFB. Oui. Réindustrialiser le pays. On l'a vu avec la crise, on a un problème d'approvisionnement. Ça aussi, pour le coup. Oui, ça fera fonctionner le moteur social également. Non, mais ça, qu'il faille réindustrialiser le pays, qu'il faille faire rentrer la culture d'entreprise dans la connaissance de celles et ceux qui orientent, qu'il fasse... D'ailleurs, une jeunesse qui n'est pas du tout hostile à l'esprit d'entreprise, au contraire, aujourd'hui. Donc, globalement, on irait parler à un public qui est plutôt averti. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Leur goût pour le fait de réaliser, de développer des choses. Mais j'attire l'attention sur un autre point auquel je voulais venir et vous répondre. On ne peut plus envisager nos filières industrielles en disant la carrière, c'est 40 ans à faire le même boulot dans la filière. On ne peut plus engager la jeunesse dans l'idée qu'il faudrait qu'elle se forme à une filière et ensuite qu'elle y reste. Parce que, d'abord, dans les métiers du bâtiment, ça a été rappelé, il y a des enjeux de pénibilité extrêmement forts et qu'il faut savoir concevoir des parcours professionnels, je sais que vous le faites, des parcours professionnels qui permettent malgré tout d'évoluer. Mais ça peut se faire aussi entre filières industrielles. Parce que ce qu'il manque parfois aussi, c'est le lien entre des filières industrielles qui ne sont pas habituées à travailler ensemble, qui ne sont pas amenées à travailler ensemble, mais qui pourtant ont des problématiques qui pourraient correspondre. Et je crois que de ce point de vue, il y a quelque chose à développer. Et puis, il y a des nouveaux métiers auxquels personne ne pense aujourd'hui, ou en tout cas vous, je le sais, y pensez. C'est la problématique de la gestion de l'approvisionnement de nos filières industrielles. Parce que dans la crise de l'approvisionnement que nous avons aujourd'hui, il va bien falloir quand même, à un moment, prendre notre destin en main. Ne pas considérer que seul le plus malin doit être celui qui trouve les produits et que les autres n'ont qu'à attendre sur le bord du chemin. Il va bien falloir qu'on gère, comme parfois dans certains secteurs, je pense au secteur agricole, on a géré les stocks. On a géré les stocks pour qu'au moment des pénuries, on ait de quoi mettre sur le marché, qu'au moment où les marchés étaient très élevés, on ait de quoi stocker. Il y a des enjeux nouveaux dans les filières comme celle du bâtiment, parce que les matériaux sont divers, parce que maintenant ils se cumulent, parce que leurs origines ne sont pas toutes malheureusement sur le territoire national, même si, par exemple, la filière bois mériterait dans ce pays d'être encore plus encouragée qu'elle ne l'est, parce qu'il y a là un vrai sujet d'exploitation de nos propres forêts, mais il y a aussi un enjeu de stock. Et donc, moi, je veux croire qu'aujourd'hui, vos métiers peuvent permettre une entrée quand on est jeune sur l'innovation, peuvent permettre de développer à la fois un savoir-faire manuel, mais une conception intellectuelle de la façon dont on va vivre et de la façon dont on va travailler, et une évolution des professions industrielles, avec notamment cette question de l'approvisionnement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, vous avez tout pour plaire à des générations qui, honnêtement, ont envie de se réaliser. On voit bien, ce dont elles crèvent, c'est de cette impression de n'être utile à rien, de cette impression de ne jamais se réaliser. Et c'est ça l'enjeu des filières du bâtiment. Vous avez commencé tout à l'heure votre point, Marie Dupuy-Courte, par une forme de satisfecit sur l'apprentissage. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut pousser plus loin ce moteur-là? C'est 500 000 apprentis, si je ne m'abuse, à l'heure où on parle? Enfin, tout métier confondu. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. 73 000 dans le bâtiment, avez-vous dit? Nous sommes un secteur qui, traditionnellement, avons toujours formé par l'alternance et par l'apprentissage. On sait très bien que ça facilite l'intégration dans l'entreprise et l'intégration professionnelle des jeunes. Cependant, on sait bien que tous les jeunes ne sont pas faits pour l'apprentissage, parce que, voilà, il faut aimer, et puis il y a une question de maturité aussi, donc on ne peut pas faire du 100% apprentissage. On peut être apprenti jusqu'à 25 ans voilà. aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, avec la loi, on peut être apprenti jusqu'à 30 ans. 30 ans, merci, donc, pardon. C'est pour ça aussi qu'on a tout un profil et un nombre de jeunes qui viennent en réorientation, je vous dis, après avoir même suivi des niveaux de licence ou de master à la fac. Et donc, c'est vrai que pourquoi ils viennent chez nous, c'est souvent pour trouver ce sens que vous avez évoqué,
Et c'est pour ça qu'on aimerait tout simplement leur expliquer dès le plus jeune âge que nous avons des métiers avec beaucoup de sens aussi dans toute la vie de la société, puisque aujourd'hui, enfin, tous les matins, tout le monde se lève en croisant la rue, on voit toujours les camionnettes, on est partout, et on irrigue en fait la vie des Français. Et donc, on a vraiment envie de leur transmettre notre passion et notre fierté. Si je peux me permettre, j'ai un gamin de 11 ans qui est au collège et qui s'arrête au pied d'une grue et qui regarde passer les camions. Enfin voilà, et j'imagine qu'il y a des gamines qui pensent exactement la même chose quand elles voient des choses comme ça. C'est grand. Oui, le sentiment de fierté et de réalisation. Et ça disparaît ensuite au moment de l'arrivée dans la vie professionnelle ? Non, ça ne disparaît pas. Nos collaborateurs sont très fiers, ils aiment ce qu'ils font, ils le montrent à leur famille, ils communiquent énormément sur tout ce qui est rénovation, sur la rénovation du patrimoine, aussi bien que sur les constructions neuves. Donc on a effectivement tous ces atouts pour nous, seulement on ne nous identifie pas toujours comme un secteur qui recrute énormément. Et aujourd'hui, vous avez ici, dans cette salle, énormément de chefs d'entreprise. Je suis sûre que si on comptabilisait, par exemple, le nombre d'offres d'emploi qu'on cumule tous, enfin, on serait déjà peut-être à plusieurs milliers dans cette salle. Aujourd'hui, on a aussi des demandeurs d'emploi. C'est un métier en tension de quoi, 5 000 ? Enfin, c'est difficile, hein, ça aussi, ça fait partie des chiffres gris. C'est plus que 5 000. C'est plus que 5 000. Parce qu'on remplit le défi chaque année de recruter, en tout cas, 15 000 jeunes bâtisseurs actuellement, y compris dans des quartiers difficiles. Donc, on arrive vraiment à attirer. Mais souvent, notre difficulté, c'est juste d'être identifié comme le secteur, un secteur tout simplement qui recrute et qui est intégrateur. Et un secteur d'avenir, d'une certaine manière. C'est ça le sujet. Valérie Rabault, je voyais réagir. Je partage complètement cet avis. Vous savez, quand l'armée de terre a eu du mal à recruter, puisqu'elle recrute 15 000 jeunes par an, ce qui est énorme, hein, 15 000, ils se sont lancés dans une... Bon, vous voyez beaucoup de publicité. Ils partent très tôt à la retraite aussi. Oui, mais ils recrutent 15 000. Il faut quand même trouver 15 000 personnes. Et trouver 15 000 personnes, c'est pas si évident que ça. Je note qu'ils ont fait beaucoup de spots télévisés qui montrent ce qu'est, enfin, qui peuvent donner envie à des jeunes. Je pense que pour le bâtiment, ça pourrait être une piste aussi d'être identifié, parce que cette identification, en fait, le lien entre cette fierté, la réalisation, et puis aussi dans le récit collectif du pays. Soit on veut faire une transition énergétique en se disant avec du logement neuf qui soit beaucoup mieux isolé, des rénovations, ça fait partie d'une aventure nationale, mais qu'il faut construire dans un récit qui aujourd'hui... c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais je pense vous avez dit storytelling, je préfère le mot récit, effectivement. Oui, je sais, alors storytelling c'est pour les amis anglo-saxons, mais le récit, on va le dire en français. Ce fameux récit national qui est constitutif d'une campagne présidentielle. Quand on n'a pas de récit, c'est difficile d'engager. Mais quand on a... Moi, je fais partie des nostalgiques, je suis née à la fin des 30 Glorieuses, donc je ne les ai pas connues. Eh bien, il y a eu un récit. Et ce récit national d'être en capacité, alors ça, c'était de reconstruire le pays. Là, on veut faire prendre, vraiment, on veut changer d'échelle par rapport à tout ce qu'on a fait auparavant. Donc ça fait partie et ça doit être intégré dans des filières qui, à mon avis, aujourd'hui, au niveau des CFA, n'existent pas suffisamment. En tout cas, la perception que j'en ai sur les 125 CFA qui existent dans notre pays, qui sont liés à la construction, c'est important de pouvoir le porter. Parce que quand moi je fais partie je fais le tour des lycées de ma circonscription ou des collèges, quand vous demandez aux jeunes ce qu'ils veulent faire, d'abord ils ne savent pas tous, loin de là. Quand on leur demande quelles sont leurs envies, ils ne répondent pas toujours. Et puis sur ces métiers-là, il n'y en a pas suffisamment qui répondent. Donc sur ce point-là, ça rejoint la question précédente aussi qui était sur la réindustrialisation, parce que sur ce point-là, on a aussi d'énormes efforts à faire. On n'est pas juste derrière l'Allemagne, on est dernier en Europe, juste avec la Roumanie, qui est au même niveau que nous. Même si notre industrie a cessé de détruire des emplois il y a 3 ou 4 ans. On est dernier en Europe. Et elle en crée à nouveau. Oui, non, ça continue de baisser. En termes de poids de l'activité dans notre PIB, on a continué à baisser au cours des dernières années. En termes de poids économique. Mais on est dernier de l'Europe, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui, non, mais je crois qu'il y a effectivement un enjeu fort de revalorisation de cet esprit d'entreprise et de cet esprit de construction dans notre pays, mais il y a aussi d'autres biais. J'ai des tropismes, mais vous disiez, vos gamins regardent les grues et les chantiers. Oui. Je vous rassure, les miens aussi. Oui. Il se trouve que dans ma ville, ils les ont sous leur fenêtre. Mais par ailleurs, ils regardent aussi... Votre ville, c'est Paris peut-être ? Non, ma ville est en province, c'est Bourg-en-Bresse. Et par ailleurs, ils regardent aussi les architectures. Ils regardent les évolutions, ils regardent le geste, le beau, l'esthétique, mais aussi ce qui peut donner le sentiment qu'on est en train de changer de monde.
Et honnêtement, ce regard-là, quand vous voulez favoriser une filière sur le bâtiment, évidemment, il y a la satisfaction que votre main vous sert à quelque chose, qu'elle est capable de réaliser quelque chose, que votre esprit vous guide dans le sens que vous donnez aux choses, mais il y a aussi le sens du beau. Il y a le sens, finalement, de faire évoluer une société, une civilisation. Les successions d'architecture dans les rues, ce n'est pas qu'une histoire muséale. C'est aussi une histoire d'invention, de civilisation, finalement d'une grandeur d'un peuple, qui est capable de montrer ce qu'il a de bon, de génial, quand il veut construire et quand il sait faire. Et ça, on n'en parle plus. Valoriser ça, dans ce pays, on ne parle plus jamais de ça. Oui, on vous parle évidemment des enjeux énergétiques, mais on ne parle plus aussi de l'image. Je reviens à l'école, qui était l'idée initiale, qui est la proposition de la FFB. Finalement, en histoire, on pourrait beaucoup plus enseigner le patrimoine. Oui. En géographie, beaucoup mieux enseigner les ressources qui servent à bâtir. Enfin voilà, ça peut se décliner un peu partout. Je ne sais pas si c'est en géo, je ne vais pas faire les programmes scolaires à la place de l'éducation, mais moi non plus. Ce qui est sûr, c'est que... Ça veut dire que ça peut se nicher partout. Oui, oui, et je pense qu'on gagnerait quand même à comprendre le poids des cultures, des civilisations au travers de l'architecture, plus que de comprendre la différence entre un chapiteau corinthien et un chapiteau ionien. Je pense que c'est bien d'avoir les deux, c'est bien de savoir que les deux existent, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, quand on voit l'évolution, le geste architectural, la symbolique architecturale, ce que ça montre d'une société, ce que ça montre de l'envie qu'elle a de s'élever, qu'elle a envie de densifier, qu'elle a envie de regarder loin, qu'elle a envie de se rapprocher, eh bien tout ça, ça donne un sens aussi au métier. Être plaquiste, être en capacité d'être carreleur, être en capacité d'intervenir avec du bois ou du verre, c'est pas que savoir-faire. C'est donner du sens à nos vies et c'est donner du sens à nos quotidiens. Et c'est ça aussi le message qu'il faut qu'on arrive à faire passer. Merci beaucoup à tous les trois pour cet échange. Merci.